Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, doit-on sauver la planète en régulant les naissances? Le sommet mondial, on le sait, sur le climat s'est ouvert ce lundi à Copenhague. Les délégations de 192 pays s'interrogent sur la meilleure manière de limiter le réchauffement climatique et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un récent rapport des Nations Unies pointe du doigt les pays en développement. Leur natalité galopante serait l'un des moteurs du réchauffement de la planète. Alors, la démographie joue-t-elle réellement un rôle dans ce débat sur le climat? La solidarité des pays riches peut-elle aider les pays pauvres à se développer sans polluer? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Jean-François Baudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'information et des programmes à RCF. Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction à l'hebdomadaire La Vie. Alors, avant de vous laisser la parole à tous les deux, je vous propose un premier point de vue, c'est celui d'un expert. Il s'agit d'Hervé Lebras, qui est un démographe dont l'autorité est reconnue depuis un certain temps et qui enseigne notamment à l'École des hautes études en sciences sociales. Je vous propose d'écouter ses propos. Il a été interrogé par Frédéric Jakovlev. On regarde. La question est de savoir qu'est-ce qui est le plus grave. Est-ce que le plus grave, c'est qu'il y ait à peu près un quart d'augmentation de la population mondiale dans les 50 années à venir, ou bien que, alors que les Indiens actuellement consomment 30 fois moins de pétrole et émettent 30 fois moins de CO2, qui se mettent à consommer du pétrole et à émettre du CO2 autant que les Américains. Dans l'ordre de grandeur, c'est la seconde chose qui est de loin la plus grave. Mais l'ONU et les pays développés soulignent la première chose pour rejeter la faute des problèmes mondiaux sur le Sud. Supposez que dans le repas habituel d'un humain, on prenne 50 grammes de truffes chaque jour, à midi. Bon, assez rapidement, les truffes vont manquer, on peut produire des truffes pour nourrir 1 million d'humains. Est-ce qu'on dira il faut empêcher la population de s'accroître au-delà de 1 million, ou est-ce qu'on dira il faut manger moins de truffes? On dira, à mon avis, il faut manger moins de truffes. Donc on est dans cette situation-là, on doit dire il faut manger moins de viande, on peut en manger raisonnablement, mais plus on en mange, plus on pèse sur la planète, beaucoup plus lourd que si on mange des végétaux. Je ne suis pas végétarien, mais c'est un fait. Si on laisse le marché agir, déjà c'est dangereux quand le marché fonctionne bien, et avec la spéculation et les questions de stock, notamment pour la nourriture, ça devient extraordinairement dangereux. Il ne faut pas oublier qu'avant la crise économique qu'on a subie, le prix des céréales avait été multiplié par 2,5 en l'espace de 8 mois. Et ça risque de se reproduire et en pire, et il avait été multiplié de cette manière-là, non pas qu'on manquait de céréales, mais les stocks étaient un peu faibles et la spéculation s'en est emparée. Il faut d'ailleurs se méfier parce qu'un certain nombre de thèmes sont une réminiscence de thèmes, je dirais, à la limite du racisme ou à la limite du colonialisme. Il y a une sorte de refus d'accepter que les autres, les non-européens, accèdent à notre niveau de vie, à notre niveau de consommation. Or, ceci, il faut arriver à l'accepter, mais je crains que ça soit là aussi quelque chose de difficile. Peut-être qu'il sera plus difficile de modifier le regard que portent les Européens sur les autres populations, notamment le fait de les accuser de se reproduire trop vite. Ça sera plus difficile à modifier que des questions de consommation, et donc ça rendra assez dur l'ensemble du processus, parce que à chaque fois l'homme de la rue dira mais c'est à cause d'eux, parce qu'ils font trop d'enfants. Non, ils ont le droit de faire les enfants qu'ils veulent, et ils ont le droit d'accéder au niveau de consommation qui est le nôtre. Alors Jean-François Baudin, est-ce qu'il y a en effet, ce que disait Hervé Lebras, pas une tendance des pays du Nord à reporter la responsabilité sur les pays du Sud, notamment sur cette fameuse question de la démographie? Oui, il y a sans doute un peu de cynisme là-dedans, surtout que les pays du Nord, dits pays riches, ont profité de la situation pendant longtemps, s'aperçoivent que ça les met dans l'impasse et disent maintenant aux autres, il ne faut surtout pas faire ce qu'on a fait et dont on a profité pendant un certain nombre d'années. Donc clairement, il y a un peu de cynisme. La question de la démographie est quand même... c'est très curieux que ce débat revienne en fait dans l'actualité quand on parle de réchauffement climatique ou de fin dans le monde. Quand on regarde ce qui se passe en Afrique, qui aujourd'hui a dépassé le cap des 1 milliard d'habitants, donc avec une démographie galopante en quelque sorte, on s'aperçoit que le niveau de vie général en Afrique, que ce soit des questions de santé, d'alimentation, même s'il reste des problèmes, est globalement bien meilleur qu'il y a 50 ans quand il y avait seulement 250 millions d'Africains. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas le fait que la population s'accroisse qui crée des problèmes, c'est la manière
manière dont on s'organise en fonction de l'accroissement de la population. Alors, un peu la même question, Jean-Pierre Denis, est-ce que les questions démographiques ont, à votre avis, un rôle à jouer dans ce fameux débat sur le réchauffement climatique? Je ne vois pas, je ne vois pas le rapport. Alors évidemment, il peut y avoir un rapport si, à un certain moment, la planète, je dirais, explosait sous le poids de sa démographie, mais il faut quand même se dire qu'il faut serrer les problèmes, parce que quand on parle de démographie, du coup, on se met à tout mélanger. Et on se met à mélanger le réchauffement climatique, la faim dans le monde, l'équilibre entre le nord et le sud, et on ne sait plus du tout où on en est. Donc la question de la population, elle concerne quand même essentiellement celle de l'alimentation. Peut-on nourrir la planète? Et là-dessus, on sait que le problème il se situe plutôt dans les circuits de distribution, d'organisation de l'agriculture mondiale, que dans la population elle-même, parce qu'il y a de quoi nourrir la planète, il y a des solutions pour nourrir la planète. Donc de ce point de vue-là, le problème ne se pose pas vraiment. D'autre part, on sait qu'en fait, la question de la population, elle est, je dirais déjà, pratiquement dépassée, puisqu'on voit bien, tous les démographes le disent, qu'on va atteindre une sorte de sommet dans la population d'ici, alors évidemment, quelques décennies, et on voit bien que les pays du Sud sont en transition vers un modèle démographique assez proche de celui des pays du Nord, donc avec un nombre d'enfants par femme beaucoup plus faible. Donc la question de la population, de ce point de vue-là, non plus me semble pas très claire. Et puis enfin, il y a le troisième élément, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que c'est plus facile que les autres changent leur comportement plutôt que nous. Donc plutôt que de changer de comportement, plutôt que d'inventer un modèle de sobriété dans la consommation d'énergie qui a un rapport sans doute avec le climat, on a tendance à dire aux pays du Sud, ne faites plus d'enfants. Donc tout ça est complètement décalé, il faut bien le reconnaître quand même. Alors, Jean-Pierre Denis dit il ne faut pas tout mélanger. Il n'empêche qu'en abordant ces questions démographiques, on sait bien aussi qu'on aborde la question de la régulation des naissances dans les pays pauvres. On sait bien qu'il y a eu toutes des politiques qui ont été menées pour le bien-être des femmes, des mères, des mamans, pour le bien-être des enfants, pour faire en sorte que dans les pays où il y avait en moyenne 6 ou 7 enfants par mère, il n'en ait plus que 2 ou 3. Est-ce que vous pensez que sur ce domaine-là, en effet, il ne faut pas tout mélanger, mais qu'il y a bel et bien quand même aussi l'idée que dans ces pays-là, qu'ils puissent mieux vivre qu'ils ne le font à l'heure actuelle en matière démographique? Je pense là aussi qu'il faut serrer les questions, c'est-à-dire la question de la santé de la mère face à des naissances répétées sur des cadences, c'est un vrai problème et je pense que là il y avait quelque chose à travailler. Mais est-ce qu'au nom de l'amélioration de la santé des femmes, on va avoir un impact sur la démographie? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il est prouvé aujourd'hui qu'un pays avec une démographie galopante va se structurer derrière. C'est-à-dire que ça va obliger les populations et les gouvernements à mettre des mesures en place et que généralement, quand une population s'accroît, les régimes de santé, les questions d'éducation essayent de suivre et qu'il y a donc une amélioration globale. Donc il y a la question de la santé publique, qui pour les femmes peut être un vrai problème sur lequel je pense qu'il faut avoir une certaine vigilance. Et puis après, il y a la question de la gestion de la démographie qui est un autre problème. Donc contrôle des naissances, appliqué à la santé des femmes, peut avoir à mon avis une utilité et peut être un bien. Appliqué à une notion de croissance démographique, c'est quelque chose de très dangereux à manipuler. Jean-Pierre Denis, est-ce qu'il faut penser que quand on dit qu'il faut distinguer les sujets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger entre le fait d'imaginer que dans les pays pauvres, il y a un problème démographique qui pourrait se poser, mais il y a d'abord avant tout le fait de savoir est-ce que dans les pays du Nord, on dit aux pays du Sud, polluez moins. Et polluer moins, ça ne passe pas forcément par la démographie. C'est un peu le même problème que dans les pays riches. Polluer moins en Chine, polluer moins en Inde, mais polluer moins en Afrique, c'est pas la même chose que polluer moins aux États-Unis. Bien sûr, mais vous parliez de la Chine à l'instant. Le problème de la Chine, on voit bien, c'est un très bon exemple, la Chine, parce que justement, on voit bien qu'ils ont instauré un système de régulation des naissances particulièrement violent d'ailleurs, puisqu'on empêche les familles d'avoir plus d'un enfant. Donc c'est très violent, c'est très contraignant, c'est totalitaire, et c'est un système qui pose évidemment énormément de questions et qui conduit à de très nombreux avortements, puisque les Chinois préfèrent avoir des garçons que des filles. Donc c'est un système qui est déjà affreux. Mais par ailleurs, ce qui est en question, c'est la rapidité. On voit bien que le problème de la pollution en Chine, il n'est pas lié à la question de la population, est lié au rythme de développement et au rythme de rattrapage. Ça fait maintenant des années que la Chine a un rythme de développement, une croissance qui est supérieure, qui se compte qui est le plus fort dans le monde, mais de 10 points supérieur, 8 ou 10 points supérieur à celui des pays dits développés. Donc forcément, cette rapidité-là fait qu'il y a d'énormes problèmes de pollution. Mais quand on voit la Chine uniquement comme un pollueur, moi je me méfie un petit peu, d'abord parce que je pense que il y a un paradoxe dans le développement rapide de la Chine, c'est qu'on voit déjà la Chine prendre en compte les questions d'environnement, alors peut-être pas autant qu'il faudrait, peut-être pas de la manière dont nous le souhaiterions si les Chinois faisaient exactement ce que nous voudrions qu'ils fassent, mais quand on regarde de plus près, on voit qu'en réalité, de la même manière qu'ils se sont développés extrêmement vite, ils sont passés
de mon point de vue, extrêmement vite à une prise en compte des problèmes environnementaux. Simplement, ils n'y arrivent pas encore aujourd'hui. Mais on ne peut pas leur reprocher aujourd'hui de faire ce que nous avons fait pendant des décennies. Donc, il faut les inciter à rattraper. Et encore une fois, il n'y a pas de lien évident entre la population et la pollution. Et je voudrais faire une remarque d'ailleurs à ce propos. Je suis quand même assez sceptique quand je vois qu'on dit que le problème de la planète, c'est l'homme. Il y a quelque chose qui là commence à clocher. Le problème de la planète, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'existence de l'homme, ou alors on est dans l'absurde le plus complet. Le problème de la planète, c'est la question de la régulation, le problème d'une certaine sobriété, d'une évolution de nos comportements, et je dirais d'arrêter des comportements absurdes. Voilà. Derrière ce discours démographique anti-population, il y a quelque chose de totalement absurde et même peut-être assez violent finalement, qui est de dire... C'est scandaleux. Ouais. C'est scandaleux. Alors vous disiez scandaleux. Pourquoi ? Parce qu'on met en cause des populations et on ne met pas en cause les comportements de pays développés, Moi, j'ai par l'impression exemple. qu'on déplace le zoom, c'est-à-dire qu'on fait un focus sur un problème qui ne devrait pas être un vrai problème. Comment se fait-il qu'un sommet de l'ONU sur la faim dans le monde, comme il y a eu à la FAO il y a quelques semaines, Il y a deux semaines, voilà, 0 chef d'État représenté. Le seul qui a été, c'est Berlusconi, c'était le pays accueillant, il n'a pas pu faire autrement, je pense, que d'y aller. Copenhague, 40 chefs d'État, des médias dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on crée des focus sur des événements, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est pour déplacer les débats et mettre la question du climat et de la réduction du CO2 uniquement sous l'angle de la population, c'est aussi déplacer un focus. C'est-à-dire que je me demande s'il n'y a pas une volonté politique de faire en sorte qu'on ne s'attaque pas complètement au vrai problème, où on crée un peu de fumée ailleurs pour accaparer les gens, et pendant ce temps-là, on n'arrive pas vraiment à régler les questions de fond. Aujourd'hui, il y a des vrais débats scientifiques sur le réchauffement de la planète. Il est prouvé, effectivement, que l'action de l'homme augmente l'émission de CO2, c'est clair, mais il n'est pas prouvé que c'est un facteur majeur aujourd'hui du réchauffement climatique. Ça sont des questions quand même assez fondamentales dont on ne va probablement pas beaucoup parler à Copenhague. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de déplacements permanents, qu'on amuse un peu la galerie en disant le problème c'est la population, alors que voilà, tous les gens sérieux vont nous faire comprendre facilement que c'est pas un vrai problème. Je suis un peu gêné en fait par ce type de débat. Oui, voilà. C'est pour là que je trouve un peu de scandale. Oui, absolument. On arrive parfois à des situations et à des discours qui sont complètement incroyables, comme ce député qui disait qu'il fallait supprimer les allocations familiales. Yves Cochet, député vert, qui dit qu'il faut supprimer les allocations familiales à partir du 3e enfant parce que les enfants, ça pollue. Enfin, on en arrive vraiment à des raisonnements qui sont complètement absurdes et effectivement, je suis d'accord, scandaleux. Alors peut-être en guise d'intermède, je vous propose d'écouter ce que disait Benoît XVI dimanche, puisque c'était le jour traditionnel de l'Angélus, et qu'à l'issue de cet Angélus, il a fait allusion, bien entendu, au sommet de Copenhague qui s'ouvrait le lendemain. Je vous propose d'écouter ses propos. Cari fratelli e sorelle, Demain s'ouvrira à Copenhague la conférence de l'ONU sur les changements climatiques avec lesquels la communauté internationale voudrait contrer le phénomène du réchauffement global. Je souhaite que ces travaux aideront à trouver des actions qui respecteraient la création et qui seraient promotrices d'un développement solidaire fondé sur la dignité de la personne humaine et orienté au bien commun. La sauvegarde de la création demande l'adoption de styles de vie sobres, responsables, surtout envers les pauvres et les générations futures. Dans cette perspective, et pour garantir le succès de la conférence, j'invite toutes les personnes de bonne volonté à respecter les lois placées de Dieu dans la nature et à redécouvrir la dimension morale de la vie humaine. Alors, ce combat contre le réchauffement climatique, Hervé Lebras disait, c'est la responsabilité des uns et des autres. Il y a des relents de colonialisme, peut-être à accuser les pays du Sud. Benoît XVI parle aussi de la responsabilité de chacun. C'est une question, en effet, qui concerne tout le monde ? Mais la vraie question, c'est d'articuler justement, comme le disait le pape, la responsabilité personnelle. Il est évident que les comportements, d'ailleurs, ont commencé à changer. Il ne faut pas non plus soutenir le raisonnement selon lequel tout serait à faire, les gens seraient égoïstes. Non, les gens ont commencé à changer de comportement. Ils ont adopté des comportements plus écologiques. Je dirais une des vertus de ces campagnes médiatiques qui matraquent le message du réchauffement climatique, c'est que quand même, on a tous conscience du fait qu'on doit changer nos comportements. Et c'est vrai qu'il y a une démarche
je dirais, personnel à avoir, et il faut l'articuler aux politiques. Et je trouve intéressant aussi dans ce sommet de Copenhague que les politiques, que les grands leaders de la planète aient quand même compris, fût-ce avec un peu de méfiance. Il a fallu les forcer un petit peu, il a fallu les pousser, les tirer, comme Obama, puisqu'on sait qu'il a hésité à venir. Je trouve bien qu'ils aient quand même pris conscience de l'enjeu. Donc c'est l'articulation entre les comportements personnels et les comportements politiques collectifs qui fera qu'on arrivera à des solutions. Jean-François, d'accord sur cette prise de conscience qui existerait aujourd'hui? Oui, clairement. Je pense que dans la population, en tout cas, on voit bien en France, il y a quand même des comportements qui changent. D'accord sur l'articulation entre les comportements personnels et la politique, j'ajouterais quelque chose. Pour moi, la politique, c'est justement la régulation. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, quand je me lave les dents, que je ferme mon robinet depuis 3 ans parce qu'on m'a dit que c'était pas bien de gaspiller l'eau pendant que je me lavais les dents, je suis content de le faire. Mais est-ce que ça va profiter à quelqu'un, ce geste? Voilà, la question c'est ça. Certes, je préserve de l'eau, mais l'idéal, ce serait que ça profite à quelqu'un qui n'en ait pas. Donc, c'est là où le comportement personnel seul ne suffit pas. Effectivement, s'il n'est pas accompagné ou par des politiques volontaires, et aussi par un vrai travail sur la question de la répartition, qui, à mon avis, aujourd'hui, manque cruellement dans le débat. C'est-à-dire qu'on va, je pense, moi, qu'il serait raisonnable de dire il faut, par exemple, réduire les émissions de CO2 dans un certain nombre de pays, mais en même temps que ça puisse servir dans certains pays, au-delà peut-être d'un certain seuil tolérable, à ce qu'eux aussi puissent en produire pour se développer. Parce que je ne vois pas pourquoi on interdirait à des gens de produire du CO2 alors qu'ils en ont vraiment besoin, alors que nous, on pourrait simplement faire un effort. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas... Le geste personnel, les politiques de réduction, c'est bien, mais il faut que ça puisse profiter à d'autres et pas simplement se donner bonne conscience, c'est pas suffisant. Et Jean-Pierre Denis, est-ce que c'est la société de consommation telle que nous la connaissons, nous la vivons aujourd'hui, qui est en cause, en fin de compte, dans ce débat sur... Bien sûr, c'est le modèle de consommation, je crois, qui est en cause, puisqu'on sait qu'on transporte des objets, des biens de consommation d'un bout à l'autre de la planète, enfin plus exactement de Chine vers les pays occidentaux, parfois sans raison. Quand vous discutez avec les patrons du groupe Danone, ils vous expliquent qu'aujourd'hui les yaourts traversent la planète et c'est pas très justifié. Donc il y a bien un changement du modèle de consommation. Alors je voulais juste vous interrompre, mais vous pouvez continuer parce que je vois qu'à l'écran, la régie nous a proposé cette affiche d'une campagne qui est menée par un certain nombre de mouvements chrétiens pour la plupart et qui disent en effet il ne faut pas prendre la terre pour une dinde. Donc c'est une manière aussi d'attirer l'attention, Jean-François Baudin. Mais quand on voit par exemple qu'après avoir fait acheter des téléviseurs 16/9 par à peu près toute la population aujourd'hui, qui est passée d'un format ancien à un format nouveau, qu'aujourd'hui les vendeurs de télévision vous proposent le nouveau format, le 21/9, est-ce que ça veut dire qu'on a du mal à sortir de cette société de consommer toujours plus? Mais on est dans une sorte d'excitation permanente qui est entretenue par la publicité, c'est absolument évident. Donc du coup, d'ailleurs, quand on regarde l'accélération de la consommation quand un produit nouveau arrive, elle est absolument saisissante. C'est-à-dire la durée qu'il a fallu pour que les Français s'équipent du téléphone on a compté en dizaines d'années. Pour qu'ils s'équipent du téléphone portable, on a compté en années. Pour qu'ils s'équipent du smartphone, ça s'est passé en quelques mois, voire quelques semaines. Donc on est dans une accélération permanente de la consommation qui est constamment stimulée par des messages publicitaires. Et donc c'est avec ça qu'il faut rompre, je crois. C'est avec ce cycle infernal dans lequel on a l'impression qu'il faut toujours courir vers le bien nouveau. Et là, je crois qu'il y a un rapport effectivement avec des questions d'environnement. Alors sur le fait de prendre l'avion pour aller dans les cadres, les responsables d'entreprise prennent l'avion aisément pour aller à une réunion à l'autre bout de l'Europe, sur le fait qu'on prend aussi l'avion pour aller en vacances, c'est tout ça qu'il faut changer à votre avis? Il y a sans doute des choses à changer, mais je pense qu'un certain nombre de sociétés ont réduit leur déplacement en avion. Alors peut-être pour un motif pas louable, c'est que la crise économique est passée par là et que ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui d'envoyer des cadres à l'autre bout du monde que faire une réunion par visioconférence. Mais je pense qu'il y a quand même là encore une prise de conscience d'un certain nombre de personnes. Alors après, il ne faut pas non plus accabler les gens et leur mettre la pression en disant mais quel est votre bilan carbone? Vous avez fait 2 voyages, vous êtes allé à Prague, passer un week-end et puis après, voilà. Il faut rester raisonnable aussi, c'est-à-dire que il faut permettre aux gens de vivre. C'est un équilibre à trouver entre la société de consommation où tout est permis, on ne fait attention à rien et on consomme, et puis cet accablement en disant mais si vous le faites, c'est terrible, on va à notre perte. Je pense que c'est une question d'équilibre et de curseur et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à le trouver dans le discours public. Soit on est culpabilisant, soit on est complètement laxiste. En clair, on dit faites ce que vous voulez, de toute façon ça ne change à rien. Soit on dit attention, on va à la catastrophe, la planète est foutue, l'humanité court à sa perte, etc. Moi je pense qu'il y a une question d'équilibre à trouver et cet équilibre on ne le trouve pas dans le débat public, on ne le trouve pas dans le débat politique et on ne le trouve pas dans le débat médiatique.
Alors vous parliez bien entendu d'une meilleure consommation, de consommer mieux ou de consommer moins, selon en effet les formules aujourd'hui à la mode. Il y a donc l'autre aspect. Pas tout à fait, si vous me permettez, c'est pas tout à fait la même chose. La même chose, bien sûr, ce sont deux options, mieux ou moins, c'est ça. Ce n'est pas la même chose. Le débat d'ailleurs est peut-être là. Est-ce qu'on veut entrer dans une logique de décroissance ou est-ce qu'il y a une forme de croissance autre et respectueuse de l'environnement, ce que j'aurais plutôt tendance à penser. Donc il faut, à mon avis, scinder les deux questions. Alors, justement sur le point parallèle, sur ce dernier point sur lequel je voulais avoir votre avis, on parle beaucoup bien entendu d'une meilleure, vous y faisiez allusion, d'une meilleure répartition des ressources sur cette planète. Qui dit meilleure répartition dit donc meilleur partage. Il me semble que l'enjeu de ce sommet de Copenhague, ce soit de savoir comment on va pouvoir financer, comment on va pouvoir aider les pays du Sud à lutter contre leur propre pollution. Ça veut dire qu'il faut aider financièrement ces pays du Sud. Est-ce que les pays du Nord sont prêts à aider sérieusement les pays du Sud ? Jean-François Paulin. Ça, c'est une vieille question, un vieux débat. Ils affichent toujours des volontés de le faire et dans la réalité, les chiffres ont beaucoup de mal à suivre. Tout dépend du niveau de conscience et du niveau de prise de conscience du risque encouru. C'est-à-dire que je pense qu'on commencera à aider véritablement les pays du Sud quand on se sentira véritablement menacé. C'est un peu terrible de dire ça, mais je crois qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que la bonne volonté ne suffit pas aujourd'hui. Oui, malheureusement, hein, je suis le premier à... Et ça, c'est malheureusement ça qu'il faudrait changer. Mais ça dépend aussi de ce qu'on appelle pays du Sud. Parce que la Chine est aujourd'hui la troisième, voire, selon la façon dont on pourrait calculer les taux de change, la deuxième économie de la planète. Est-ce que c'est encore un pays du Sud? Et pourtant, la Chine utilise encore de ce levier. Nous sommes un pays pauvre et il faut nous aider. Donc, il y a aujourd'hui des vrais pays du Sud d'Afrique. Et puis, il y a des pays en transition très rapide qui sont aujourd'hui, en réalité, des puissances économiques. Nous regarderons ensemble, bien entendu, les résultats de ce sommet de Copenhague. Je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. En dehors de cette actualité liée à Copenhague, vous avez peut-être d'autres sujets qui vous ont frappé, donc d'autres points de suspension, d'interrogation. Je vais choisir un coup de cœur, parce qu'il ne faut pas choisir toujours des coups de gueule, c'est quand même pas très positif. Je vais choisir un coup de cœur qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler. Ce coup de cœur, c'est le coup de cœur d'un Lyonnais qui a participé à la fête des Lumières à Lyon entre le 5 et le 8 décembre. Voilà, je trouve qu'on a là dans l'exemple d'une fête réussie, qui allie à la fois une ferveur populaire, quelque chose de beau, parce qu'il y a de la beauté qui se dégage dans ce que la mairie met en valeur à travers la lumière. Ça n'a pas du tout gommé le symbole religieux qui est le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, qui pour les Lyonnais a une importance particulière. On se souvient que la peste a été arrêtée, etc., etc. Donc je trouve qu'on a là un concentré de choses extrêmement positives, de choses qui s'emboîtent bien, d'un rapport entre l'État et l'Église qui est vécu paisiblement. Il y a une fête populaire et on n'entend pas parler de casseurs et de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur de Lyonnais. Je dis que c'est une belle fête, c'est une belle réussite et dans laquelle à la fois les pouvoirs publics et les pouvoirs religieux ont su faire les choses en bonne intelligence et on voit que ça produit finalement un fruit très agréable. Alors, votre contrepoint, peut-être moins lyonnais ni être aussi lyonnais, ni être aussi positif. Donc, je ne serai ni positif, ni négatif, mais un petit peu amusé par cette polémique qui a agité les milieux intellectuels toute la semaine. Non pas celle des minarets, non pas celle de la fameuse civilisation chrétienne dont vous avez parlé la semaine dernière, mais celle de l'enseignement de l'histoire en terminale. Je voudrais juste dire, la France est sûrement le seul pays du monde où on en arrive à se disputer pour une heure de cours d'histoire-géographie. Ça veut dire que chez nous, l'histoire est une passion et un élément, je crois, crucial dans les débats sur l'identité nationale, justement. Voilà, c'est le seul pays, je pense, au monde où on soit capable de dire que le système scolaire s'effondre quand on fait une petite réforme des programmes scolaires, qui est discutable, évidemment, et qui doit être discutée. Alors, à Lyon, qui a aussi un souci fort de l'histoire, vous le rappeliez, donc la polémique sur ces cours d'histoire a également frappé les esprits à Lyon, où vous avez le même avis que Jean-Pierre Denis? Partout en France, mais c'est vrai que là, on touche aux questions d'éducation et d'éducation nationale, et on sait bien que faire bouger quelque chose dans l'éducation nationale. Mais il y a un défaut en France, c'est qu'à partir d'un cas concret, on idéologise et on en fait tout de suite un débat de principe, comme si la France allait s'écrouler si on changeait une heure d'histoire-géo. Restons calmes et mesurons le changement à l'aune de ce qu'il est vraiment et pas à l'aune de ce qu'on imagine qui pourrait être et de ce qu'il représente. Alors, un dernier point, je voulais vous signaler, puisque vous faisiez allusion à la fête des Lumières à Lyon. On a l'habitude de voir les prévisions météorologiques sur les chaînes de télévision, notamment les chaînes publiques, et on a l'habitude de ne plus voir le mot de saint quand on dit qu'on va célébrer les Bernard, les Jean-Pierre ou les Jean-François. J'ai remarqué que lundi dernier, sur France 2, il y avait le mot IMAC avec un point. Je pense que les Lyonnais auront compris peut-être, mais les Français auront peut-être eu du mal à comprendre de quel saint il s'agissait pour fêter le lendemain, le 8 décembre. Voilà, cette émission s'achève. Vous
pouvez bien entendu la revoir ou réagir en consultant notre site www.ktotv.com. Il me reste à vous remercier, Jean-François, Jean-Pierre, d'avoir participé à cette réunion. Pour ma part, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis très bonne fête de Noël et très bonne fête de fin d'année. À très bientôt.